Une nuit a brisé le silence du Sahel. Dans ce désert qu'on disait condamné, 3 transmissions anormales interceptées au Mali ont fermé en moins de 2 heures la question du miracle. L'attaque se préparait là où personne ne regardait, et l'écoute sahélienne a relié Bamako, Ouagadougou et Niamey en centralisant ses propres renseignements, transformant rumeurs, déplacements nocturnes et routes oubliées en décisions, choisissant de frapper avant d'être frappé, puis de reprendre possession des nuits. Que change pour chacun Ibrahim Traoré au centre de ce basculement? À l'aube, le tempo s'inverse. Cette séquence propose une lecture précise de ce qui est en jeu, au-delà de l'événement. L'intérêt de site est clair. Comprendre les mécanismes qui transforment l'incertitude en initiative. Il ne s'agit pas d'exalter une victoire ponctuelle, mais d'identifier les conditions qui permettent à des territoires et sous pression de reprendre la main quand les modèles importés s'essoufflent. La question centrale porte sur la méthode. Comment des signaux faibles, longtemps ignorés, deviennent-ils des leviers opérationnels capables de modifier un équilibre régional? Et quels risques émergent lorsque cette dynamique affronte le retour des pressions extérieures, des sanctions et des récits concurrents? L'enjeu est double. D'un côté, la sécurité immédiate des populations et la continuité des services essentiels. De l'autre, la crédibilité d'une coopération sahélienne fondée sur l'autonomie et la synchronisation interne. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de convergence, non comme une solution unique, mais comme un révélateur d'une organisation qui cherche à se maintenir dans la durée. Ce cadre d'analyse promet d'éclairer les gains réels, les fragilités persistantes et les arbitrages à venir, sans céder à l'exceptionnalisme ni au dénigrement systématique. La bascule ne relève ni du hasard ni d'un soutien invisible. Elle s'est jouée en moins de 12 heures, sans perte enregistrée côté AES, sur 3 fronts coordonnés opérant sans appui extérieur. Ces 3 paires chiffrées referment la question ouverte plus tôt. Ce qui s'est produit n'était pas un miracle, mais l'aboutissement d'une lecture locale devenue action collective. Le contexte, longtemps ignoré, commence bien avant la nuit décisive. Depuis des mois, des villages du nord du Burkina Faso vivaient dans une attente épuisante entre rumeurs d'attaques imminentes et déplacements forcés. Les routes disparaissaient à la saison sèche, les marchés se vidaient, et chaque crépuscule ramenait la même peur. Pourtant, dans cet environnement fragmenté, un changement discret s'opérait. Des informations jusque-là dispersées, passage de motos, silence radio, variations nocturnes, étaient progressivement mises en relation. Le déclic survient lorsqu'une série de transmissions anormales est interceptée au Mali. En moins de 2 heures, ces signaux faibles convergent. Ils indiquent non seulement une attaque imminente, mais aussi un angle mort stratégique, un espace que l'adversaire croit déserté. Cette convergence clôt l'hésitation. Ibrahim Traoré, réuni avec ses officiers hors des circuits d'intermédiation habituels, fait alors un choix simple dans sa logique. Si l'inaction mène à l'effondrement, il faut inverser le rythme. Un microcas illustre ce basculement. Près d'Arbinda, zone réputée inaccessible, des éclaireurs repèrent des mouvements inhabituels. En quelques minutes, des unités locales convergent, coordonnées par des réseaux numériques artisanaux. Le choc est bref. Pour la première fois depuis longtemps, un village comprend que la fuite n'est plus l'unique horizon. Ce moment révèle l'essentiel. Le désert n'a pas changé. La manière de l'écouter, oui, la nuit décisive n'aurait rien produit sans ceux qui savaient lire le terrain. Les véritables guides de cette séquence ne sont ni des systèmes importés, ni des doctrines extérieures, mais des officiers, des éclaireurs et des habitants capables d'interpréter ce que le désert murmure. Leur avantage ne résidait pas dans la puissance, mais dans la continuité d'un savoir accumulé.
Routes qui s'effacent selon les saisons, vallées qui piègent les sons, villages qui s'éteignent, puis renaissent au gré des déplacements forcés. Cette connaissance intime a servi de boussole dès les premières heures. Les décisions n'étaient pas abstraites, elles s'ancraient dans des repères concrets, vérifiables, partagés. Là où des analyses extérieures voyaient un espace vide, les équipes locales distinguaient des flux, des absences inhabituelles, des rythmes rompus. Cette lecture commune a réduit l'incertitude et accéléré l'exécution. Les effets ont été immédiats mais discrets. À plusieurs kilomètres d'Arbinda, dans une localité abandonnée depuis 2022, des familles réfugiées dans les collines ont aperçu une patrouille locale revenir avant l'aube. Ce geste presque ordinaire a modifié l'humeur d'un territoire. Il signalait qu'un seuil invisible venait d'être franchi. La nuit cessait d'être un espace exclusivement hostile. Dans d'autres villages, la peur qui accompagnait chaque crépuscule s'est transformée en attention organisée. Les habitants recommençaient à rester, à observer, à transmettre des informations utiles. L'immobilité se muait en initiative. Sans proclamation ni symbole spectaculaire, le terrain répondait enfin. Ce point est central pour comprendre la suite. La dynamique nouvelle ne venait pas d'un centre lointain, elle partait du sol même. Quand l'initiative émane du terrain, la vitesse augmente et les erreurs coûtent moins cher. Avant, le Sahel avançait à reculons. Après, le rythme s'est inversé. L'activation commence au moment précis où l'adversaire se dévoile. Les transmissions interceptées cessent d'être des alertes isolées. Elles deviennent un compte à rebours. La logique est simple, presque brutale. Attendre, c'est perdre l'initiative. Agir, c'est reprendre le tempo. Ibrahim Traoré valide alors une séquence courte pensée pour surprendre et saturer la capacité de réaction adverse, sans étirer le temps ni exposer inutilement les unités. Les premières heures sont décisives. Les forces sahéliennes ne se contentent pas de se déployer, elles frappent. Pas de progression lente, pas de démonstration. Des frappes ciblées, coordonnées, guidées par une lecture fine du terrain. Le désert, longtemps perçu comme un handicap, devient un allié. Les routes effacées à la saison sèche dissimulent les mouvements. Les vallées absorbent les sons. Les distances, souvent synonymes d'isolement, compliquent la coordination ennemie. Le climax survient lorsque l'effet de surprise se confirme. Près d'Arbinda, zone réputée impraticable, les premières frappes désorganisent les positions adverses. Les motos armées, symboles de la terreur sahélienne, sont neutralisés avant de se disperser. Les dépôts de carburant, points vitaux de la logistique ennemie, explosent successivement. Chaque action vise à couper une fonction. Mobilité, ravitaillement, communication. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est surjoué. À l'est comme à l'ouest, la manœuvre s'étend par vagues courtes. Les unités locales avancent, se replient, puis avancent encore, imposant un rythme que l'adversaire ne parvient pas à lire. Les réseaux d'information improvisés, messageries sécurisées, relais humains, observations nocturnes, maintiennent la cohérence de l'ensemble. Ce n'est pas la force brute qui domine, mais la synchronisation. Puis vient un moment inattendu, l'absence de riposte structurée. Les contre-attaques annoncées par certains analystes ne se matérialisent pas. Privées de carburant, de renseignements fiables et de lignes de repli claires, les forces adverses se fragmentent. Le désert, interprété par ceux qui y vivent, devient soudain lisible. La manœuvre atteint son objectif principal, empêcher toute recomposition rapide. La rémanence commence presque aussitôt. À mesure que la poussière retombe, les effets dépassent donc le cadre strictement militaire. Les routes, longtemps désertées, redeviennent praticables sous surveillance locale.
Les villages, autrefois vides à la tombée de la nuit, restent éveillés. Des marchés rouvrent timidement d'abord, puis avec plus de constance. Des écoles, fermées par précaution, reprennent une activité minimale. Ce qui frappe, c'est la continuité. Il n'y a pas de rupture spectaculaire, pas de proclamation triomphale. La dynamique s'installe par accumulation de gestes concrets. Pour Ibrahim Traoré et ses officiers, c'est le signe que la séquence n'a pas seulement remporté un affrontement, elle a modifié une habitude. Le Sahel n'attend plus que le danger passe. Il observe, anticipe, agit. La question ouverte au début de cette partie trouve ici un premier élément de réponse. Le basculement n'est pas né d'un choc unique, mais d'une chaîne d'actions cohérentes. Penser pour durer au-delà de la nuit décisive. Un premier indicateur marque une rupture nette avec le passé. Zéro perte enregistrée côté AES, là où les opérations précédentes se soldaient par des pertes régulières et imprévisibles. Ce delta ne traduit pas une chance exceptionnelle, mais une réduction mesurable de l'exposition, rendue possible par l'anticipation et la synchronisation interne. Un second repère est temporel. Moins de 12 heures se sont écoulées entre la première frappe identifiée et l'effondrement des positions adverses. Comparé aux opérations étirées sur plusieurs jours, ce raccourcissement extrême limite les fenêtres d'erreur, empêche l'adaptation ennemie et réduit la fatigue opérationnelle des unités engagées. Un troisième élément concerne l'architecture de l'action. Trois fronts unifiés, Mali, Niger et Burkina Faso, ont opéré simultanément, sans appui militaire extérieur déclaré. Ce passage d'action fragmentée à une trilatéralité coordonnée constitue un changement de structure plus qu'un simple gain tactique. Pris séparément, chacun de ces chiffres pourrait sembler anecdotique. Ensemble, ils forment un système cohérent. Le zéro perte indique une maîtrise du tempo. La brièveté de l'opération signale une capacité de décision rapide. La coordination sur trois fronts révèle une intégration qui dépasse le cadre national. Le baseline, fait d'actions défensives dispersées et coûteuses, cède la place à une logique anticipative, compacte et lisible. Ces métriques prennent tout leur sens lorsqu'on observe les moyens mobilisés. Les drones sahéliens, souvent assemblés dans des hangars improvisés, ont fourni des flux vidéo continus. Ils repéraient les déplacements nocturnes, suivaient les motos armées, localisaient des variations thermiques, puis transmettaient ces informations à des centres reliés par une grille numérique artisanale. Ce réseau, rarement mentionné dans les analyses extérieures, a permis de transformer l'observation en action sans délai excessif. La comparaison avant par après est frappante. Avant, les informations arrivaient trop tard ou restaient isolées. Après, chaque observation s'inscrivait dans une chaîne décisionnelle courte. Une moto repérée devenait un point sur une carte partagée. Un dépôt de carburant identifié se transformait en cible prioritaire. La donnée cessait d'être descriptive. Elle devenait prescriptive. Un autre delta apparaît dans la gestion du risque. Là où les opérations précédentes misaient sur la présence prolongée au sol, exposant les unités à des embuscades, la séquence observée privilégie des frappes brèves et répétées. Cette approche réduit la probabilité d'erreur cumulée. Elle explique en partie l'absence de pertes signalées sans recourir à des moyens technologiques lourds. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des éléments de communication, mais des indicateurs de viabilité. Ils répondent à une question simple. Le modèle peut-il se maintenir sans s'effondrer sous la contrainte? La réponse, à ce stade, est prudente mais tangible. Les données montrent une capacité à apprendre rapidement, à corriger les erreurs et à stabiliser les acquis. Il faut aussi noter ce que ces chiffres ne disent pas.
Ils ne garantissent ni une sécurité définitive, ni une absence de pression future. Ils indiquent non mais seulement qu'un seuil a été franchi. Le passage du baseline au delta ne promet pas une trajectoire linéaire, mais il rend possible une continuité. Dans un environnement aussi instable, cette possibilité constitue déjà un changement majeur. Ainsi se referme la question ouverte plus tôt. La bascule n'a pas reposé sur un apport extérieur massif, mais sur la transformation d'indices épars en métriques opérationnelles. Le désert n'a pas été conquis par la force, il a été rendu lisible. Et c'est cette lisibilité, mesurée et vérifiable, qui explique l'efficacité observée. On entend d'abord une première lecture, largement reprise à l'extérieur de la région, avance une thèse pessimiste. Selon cette interprétation, la séquence observée ne pourrait être qu'une anomalie. La synchronisation des frappes, la précision des mouvements et la rapidité de l'effondrement adverse seraient incompatibles, disent ces analystes, avec des armées soumises à des contraintes logistiques sévères et privées de soutiens technologiques avancés. Il souligne que, dans un théâtre aussi fragmenté que le Sahel, une telle efficacité supposerait nécessairement une aide extérieure dissimulée, qu'elle soit matérielle, informationnelle ou doctrinale. À leurs yeux, l'autonomie affichée relèverait davantage du récit politique que d'une capacité militaire durable. On formule ensuite une seconde objection, plus nuancée, ne conteste pas la réussite tactique mais en relativise la portée. Elle affirme que même si l'action a été conduite localement, ses effets seraient par nature temporaires. Dans cette lecture, l'adversaire apprend vite, s'adapte et exploite les failles dès que la pression se relâche. Le risque serait alors celui d'un cycle familier, un succès initial suivi d'une dispersion des forces, puis d'un retour progressif de l'insécurité. Autrement dit, la bascule observée ne constituerait pas un changement de modèle, mais un répit. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles rappellent les limites historiques de nombreuses opérations dans la région. Toutefois, elles se heurtent à plusieurs éléments factuels issus du terrain. Il faut d'abord les données opérationnelles disponibles indiquent que la coordination s'est appuyée sur des infrastructures locales, réseaux numériques artisanaux, relais humains, drones assemblés et opérés sur place. Aucun indicateur direct ne confirme l'existence d'un soutien militaire massif extérieur durant la séquence. Puis, la rapidité de l'action n'a pas résulté d'une surenchère technologique, mais d'une compression du cycle décisionnel. Moins d'intermédiaires, des boucles plus courtes et une lecture partagée du terrain réduit le temps entre l'observation et l'action. Quant à la question de la durabilité, elle appelle une distinction essentielle. Le modèle observé ne promet pas une stabilisation automatique. Il introduit une capacité à reprendre l'initiative, à perturber les schémas adverses et à créer des fenêtres de contrôle. C'est en cela qu'il diffère des séquences passées. Ibrahim Traoré et ses officiers n'ont pas prétendu éliminer le risque. Ils ont montré qu'il pouvait être géré autrement, par adaptation continue plutôt que par dépendance structurelle. La réponse aux objections n'est donc pas un déni, mais un déplacement du débat. Il ne s'agit pas de savoir si le Sahel est désormais sécurisé, mais si un seuil de capacité autonome a été franchi. Les faits suggèrent que oui, même si ce seuil reste fragile et soumis à des pressions constantes. La valeur de cette séquence tient précisément dans cette fragilité assumée, un modèle perfectible mais réel face à des critiques qui, jusqu'ici, reposaient davantage sur des hypothèses que sur des données observables. Cette phrase courte marque le point médian du récit, parce qu'elle ne décrit pas un succès ponctuel, mais une inflexion structurelle. Jusqu'ici, l'adversaire imposait le calendrier, forçant les forces locales à réagir, à colmater, à subir. Après la nuit décisive, le tempo s'inverse. Ce sont les unités sahéliennes qui choisissent quand observer, quand frapper, quand se retirer.
Ce déplacement du rythme compte davantage que la destruction matérielle. Le changement s'opère sur un plan moins visible que les combats. Les réseaux d'information, autrefois fragmentés, fonctionnent désormais comme une trame continue. Une observation faite dans un village n'est plus un fait isolé. Elle circule, se croise, se valide. Cette circulation réduit le brouillard décisionnel. Elle permet des actions plus courtes, moins exposées, mais répétées, ce qui érode progressivement la capacité adverse à anticiper. C'est ici que la lecture du désert devient centrale. Le terrain n'est plus seulement un espace à contrôler, mais un système de signaux. Les absences, les silences, les itinéraires délaissés comptent autant que les présences visibles. Cette manière d'écouter transforme un environnement hostile en avantage opérationnel sans modifier sa nature. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation médiane redéfinit l'enjeu. Il ne s'agit plus de gagner une bataille, mais de maintenir un rythme qui oblige l'adversaire à réagir en permanence. Tant que ce tempo est conservé, les acquis restent défendables. S'il se perd, les anciens schémas réapparaissent. La suite dépend donc moins de la force que de la constance. Pour les populations locales, le changement se mesure d'abord dans les gestes ordinaires. Les villages désertés voient revenir des familles qui n'osaient plus rester après la tombée de la nuit. Les déplacements ne se font plus uniquement sous la contrainte, mais selon des choix redevenus possibles. Les routes secondaires, longtemps évitées, sont de nouveau empruntées sous surveillance locale. Cette reprise progressive ne signifie pas l'absence de risque, mais elle réduit la peur comme variable dominante. La sécurité cesse d'être une promesse abstraite. Elle devient une expérience quotidienne, fragile mais tangible. Du côté des acteurs économiques, l'effet est tout aussi concret. Les marchés rouvrent par étapes, d'abord à horaires réduits, puis avec une fréquentation croissante. Les commerçants réinvestissent entre leurs étals, les transporteurs reprennent des trajets interrompus depuis des mois. La circulation de biens essentiels, céréales, médicaments, matériaux de base, retrouve une continuité minimale. Cette reprise ne transforme pas instantanément l'économie locale, mais elle restaure une fonction vitale, l'échange. Sans route d'edge praticable et sans confiance élémentaire, aucune activité durable n'est possible. Pour les jeunes et les étudiants, l'impact se lit sur un autre registre. Dans les universités de Ouagadougou, Bamako et Niamey, les discussions changent de ton. Le récit d'une dépendance inévitable laisse place à des débats sur l'autonomie, la responsabilité et la coopération régionale. Cette séquence nourrit un imaginaire différent, celui d'une capacité locale à infléchir le réel. Elle ne garantit ni emploi ni stabilité immédiate, mais elle redonne une perspective. Dans des contextes marqués par l'exil forcé, cette perspective compte autant que les chiffres. À l'échelle régionale et internationale, enfin, la perception évolue. Les partenaires extérieurs observent une dynamique qu'ils ne contrôlent plus entièrement. Les grandes capitales, habituées à définir les cadres d'intervention, doivent composer avec un acteur qui impose son tempo. Des pays voisins regardent cette expérience avec attention, sans certitude quant à sa reproductibilité, mais avec l'intuition qu'un seuil a été franchi. La coopération ne disparaît pas, elle se renégocie. Ces quatre lectures convergent vers un même constat. Les conséquences dépassent le cadre militaire. Elles touchent le tissu social, l'économie locale, l'horizon des jeunes et l'équilibre régional. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de référence, non parce qu'il incarne seul cette transformation, mais parce qu'il symbolise une séquence où l'initiative est revenue de l'intérieur. Le gain principal n'est pas l'élimination d'un adversaire, mais la restauration d'une capacité d'action collective. La question ouverte au milieu du récit trouve alors sa réponse. Si le rythme change durablement, ce n'est pas seulement sur le front, mais dans la manière dont une société entière se projette à nouveau dans le temps. C'est cette projection encore précaire qui donne à la bascule observée sa portée réelle. Dans un premier scénario, le plus simple,
prolonge la dynamique actuelle sans l'amplifier. Les forces sahéliennes conservent le tempo acquis, sécurisent les zones reconquises et privilégient la surveillance plutôt que l'expansion. Les écoles rouvertes fonctionnent de manière intermittente. Les marchés retrouvent un rythme lent mais régulier et les routes restent praticables sous contrôle local. Cette trajectoire n'élimine pas les tensions, mais elle stabilise l'essentiel. Le risque principal réside dans l'usure. Maintenir la tension, la coordination et la discipline sur la durée sans provoquer de relâchement. Dans une hypothèse plus optimiste, on suppose un approfondissement de l'intégration régionale. Les mécanismes de coordination entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso se consolident, transformant l'expérience opérationnelle en doctrine partagée. Les réseaux d'information gagnent en fiabilité. Les drones locaux évoluent par itérations successives et les universités deviennent des pôles de réflexion stratégique. Les corridors commerciaux sécurisés réduisent la précarité rurale et limitent les déplacements forcés. Dans cette configuration, le Sahel ne devient pas un pôle de puissance, mais un modèle de coopération autonome capable d'inspirer d'autres régions confrontées à des crises similaires. Dans l'hypothèse la plus défavorable, tout repose sur un retour de pressions externes accrues, des sanctions renforcées, des récits hostiles et des tentatives de fragmentation politique fragilisent la cohésion interne. Les routes rouvertes deviennent des points de friction exploités par des groupes armés cherchant à perturber les flux logistiques. La dynamique observée ne disparaît pas, mais elle s'enquiste dans une gestion permanente de l'urgence. Le risque n'est pas l'effondrement immédiat, mais l'épuisement progressif des capacités locales. Ces scénarios n'ont pas valeur de prédiction. Ils offrent un cadre de lecture. La variable décisive n'est ni la puissance militaire ni la reconnaissance internationale, mais la capacité à maintenir un rythme autonome face à des contraintes changeantes. Ibrahim Traoré s'inscrit ici comme un facteur de cohérence, à condition que la méthode prime sur la personnalisation. Au fond, la recommandation est simple: analyser sans certitude. Dans un environnement instable, penser en scénario permet d'éviter l'illusion de la trajectoire unique et de préserver une marge d'adaptation. Pour commencer, pour un premier groupe, celui des habitants directement exposés, l'impact se traduit par une modification des priorités quotidiennes. La question n'est plus seulement partir ou rester, mais comment reconstruire sans se réexposer. La sécurité relative permet de planifier à court terme, réparer une maison, rouvrir un champ, maintenir les enfants à l'école quelques semaines de plus. Ces décisions modestes indiquent un déplacement psychologique majeur, même si elles restent réversibles. Puis, pour un second groupe, celui des acteurs intermédiaires, enseignants, soignants, médiateurs communautaires, voit son rôle évoluer. Lorsque les déplacements deviennent possibles et que les communications se stabilisent, ces profils cessent d'être de simples relais d'urgence. Ils retrouvent une fonction structurante capable de relier villages, administration locale et initiatives collectives. Leur marge d'action s'élargit, mais leur exposition demeure, car ils incarnent la continuité dans un contexte encore fragile. Et enfin, un troisième groupe concerne les observateurs extérieurs, qu'ils soient chercheurs, partenaires humanitaires ou décideurs. Pour eux, la séquence sahélienne oblige à revoir certains cadres d'analyse. Les catégories habituelles, dépendance, incapacité, assistance permanente, expliquent mal ce qui se produit lorsque l'initiative vient du terrain. Cette remise en question ne conduit pas à l'abandon de toute coopération, mais à une redéfinition de ses modalités et de ses temporalités. Ces trois lectures convergent vers un même point. L'impact réel se joue moins dans les déclarations que dans les ajustements progressifs. Il n'y a pas de transformation instantanée, mais une série de micro-choix rendus possibles par un environnement légèrement moins contraint. C'est dans ces choix que se mesure la portée sociale de la bascule observée.
Pour le public qui suit ce récit, l'enjeu n'est pas de juger le Sahel à l'aune d'un succès définitif, mais de comprendre comment une société sous pression réorganise ses marges de manœuvre. L'expérience décrite invite à déplacer le regard, de la performance spectaculaire vers la continuité discrète. La phase suivante ne relève plus de l'urgence mais de la consolidation. Elle s'articule autour de quatre étapes complémentaires pensée pour limiter le retour des anciens schémas sans promettre une stabilité absolue. Il faut d'abord sécuriser les zones reprises. Il ne s'agit pas d'étendre le contrôle, mais de maintenir une présence régulière et lisible. Des patrouilles locales élargies, appuyées par des relais villageois, permettent de signaler rapidement les anomalies. L'indicateur clé reste simple, la diminution progressive des incidents et la continuité des déplacements civils. Puis, stabiliser les services essentiels. Réouvrir une école ou un dispensaire n'est pas un symbole, mais une condition de normalité. La mesure se fait dans le temps. Nombre de jours d'ouverture consécutifs, fréquentation réelle, capacité à fonctionner sans interruption brutale. Chaque service stabilisé réduit la pression migratoire et renforce l'ancrage local. Vient ensuite une troisième étape, relancer les circuits économiques de proximité, sécuriser les routes secondaires, faciliter le retour des commerçants et réparer des infrastructures légères redonne une fonction vitale à l'échange. Le succès ne se mesure pas en volume global, mais en régularité. Marché hebdomadaire maintenu, flux constant de biens essentiels. Et enfin, structurer la coordination régionale. La charte commune entre les pays sahéliens doit dépasser l'opérationnel pour intégrer des mécanismes de décision partagés et mesurables. Réunions régulières, indicateurs communs, retour d'expérience formalisés. C'est ici que la méthode prévaut sur la figure. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une fin en soi, mais comme un garant de cohérence. La réussite dépendra moins d'un homme que de la capacité collective à maintenir un rythme autonome, à apprendre sans relâche et à corriger sans se renier. La question ouverte plus tôt trouve dit sa réponse opérationnelle. La bascule peut durer, à condition d'être entretenue par des gestes concrets, mesurés et partagés. Au début de ce récit, tout reposait sur une capacité simple, lire le terrain. Ce motif, discret mais constant, revient ici comme un fil conducteur. Ce ne sont pas des cartes abstraites ni des modèles importés qui ont orienté la bascule, mais une attention patiente portée aux routes effacées, au silence inhabituel, aux villages qui s'éteignent puis renaissent. Ce savoir, longtemps considéré comme secondaire, s'est révélé central. Le parcours décrit n'a rien d'héroïque au sens classique. Il est fait de décisions prises dans des pièces peu éclairées, de choix contraints par le temps, d'erreurs corrigées rapidement. Cette banalité même lui donne sa force. Elle rappelle que la transformation observée ne relève pas d'un moment d'exception, mais d'un réalignement progressif entre ce qui est vécu et ce qui est décidé. Pour Ibrahim Traoré, la portée de cette séquence tient moins à l'image projetée qu'à la continuité obtenue. Le désert n'a pas été dominé, il a été compris. Les communautés n'ont pas été sauvées, elles ont recommencé à agir. Cette nuance est essentielle car elle distingue un récit de dépendance d'un récit de réappropriation. Un point demeure toutefois central, rien n'est acquis. Le rythme peut se perdre aussi vite qu'il a été gagné. Mais tant que l'écoute reste collective, tant que les décisions demeurent ancrées dans le réel du terrain, la trajectoire conserve une chance de se maintenir. La phrase qui s'impose alors est simple, presque austère. Le changement n'a tenu que parce qu'il était partagé. Ce parcours ne demande ni adhésion automatique ni admiration distante. Il invite plutôt à une écoute attentive. Ce qui s'est joué dans le Sahel n'est pas un modèle prêt à l'emploi, encore moins une solution universelle. C'est une expérience située, née de contraintes spécifiques, mais porteuse de questions qui dépassent la région.
À l'heure où de nombreuses sociétés fragiles cherchent des réponses face à l'insécurité, à la dépendance et à l'érosion de la confiance collective, l'exemple sahélien ouvre un espace de réflexion. Il suggère que la résilience ne se décrète pas de l'extérieur, qu'elle se construit par ajustements successifs à partir de ressources souvent jugées insuffisantes. Il rappelle aussi que les récits dominants peuvent masquer des dynamiques locales déjà à l'œuvre. Pour Ibrahim Traoré, comme pour ceux qui l'observent, l'enjeu n'est pas de figer cette séquence dans un symbole, mais d'en discuter les limites, les tensions et les conditions de maintien. Partager ce récit, le confronter à d'autres expériences, c'est déjà participer à sa mise à l'épreuve. La question reste donc ouverte volontairement. Si un territoire longtemps décrit comme perdu peut réorganiser son rythme et reprendre l'initiative, que dit cela de notre manière d'analyser les crises ailleurs? Et quelle voix choisissons-nous d'écouter lorsque de nouveaux récits émergent, là où l'on n'attendait plus rien?